Serratan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le budget de l'année fiscale 2022-2023, présenté la semaine dernière par le ministre des Finances, est le troisième de ce gouvernement. Le gouvernement élu démocratiquement en 2019. Ce budget est une nouvelle fois présenté dans un contexte où le monde fait toujours face non seulement à la pandémie de la Covid-19, mais avec la guerre russo-ukraine, d'une part, et les effets du changement climatique, d'autre part. Le monde et notre pays subissent de plein fouet les effets de ce triple choc. Et les conséquences sont palpables, Monsieur le Président. Nous avons assisté à une contraction de l'économie, du jamais vu depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Une hausse du prix des matières premières due à la production mondiale complètement déréglée. Le coût élevé du fret sans précédent et un prix de pétrole très volatile. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ce budget est présenté. Seulement ceux qui vivent au pays des merveilles ne vont pas voir ce qui se passe dans ce monde actuellement. Mais en dépit de ces difficultés, le gouvernement est venu avec un budget à visage humain, centré autour de l'homme. Tout Mauricien honnête l'a constaté, c'est un budget qui répond à ses attentes. Monsieur le Président, toutes les couches sociales ont été prises en compte. Les retraités, les handicapés, les salariés, les planteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les entrepreneurs, la classe moyenne. Monsieur le Président, pour résumer, c'est l'ensemble de la population qui se retrouve dans ce budget. Bien sûr, l'opposition priait pour qu'on ne réussisse pas, mais mardi dernier, elle a été déboussolée complètement, Monsieur le Président. Je le dis parce que c'est le constat. Et je dis aussi que personne et aucun autre gouvernement aurait pu faire mieux. Quand les membres de l'opposition disent qu'ils auraient fait mieux, personne ne les croit. Je le dis, Monsieur le Président, parce que cette opposition avait dans le passé été aussi au gouvernement et il y avait des crises, même si ce n'était pas de cette gravité. Mais ils ont failli lamentablement dans la manière dont ils avaient géré les crises à l'époque qu'ils étaient au gouvernement. Je peux citer l'exemple de la crise pétrolière des années 70. Le gouvernement PTR-PMSD d'alors avait mené le pays au bord de la banqueroute. 2 dévaluations successives, plus de 100 000 chômeurs dans le pays. Et aujourd'hui, il ose parler de Maurice au bord d'une précipice, ou comparer même Maurice avec Sri Lanka. C'est ça leur track record, Monsieur le Président. Et plus récemment, dans les années 2000, quand il y a eu la crise financière, comment est-ce que le gouvernement PTR-PMSD avait géré cette crise? Permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler à la Chambre l'hypocrisie du gouvernement PTR-PMSD de cette époque. Leur slogan était « Putting people first ». Et ils ont fait tout le contraire.
Et ils ont profité même de la crise pour appauvrir la population. À tel point qu'une députée est venue avec, à l'époque, avec le Tinawala mantra, qui veut dire « There is no alternative ». Et c'était une députée de la majorité de l'époque, colistière du ministre des Finances de l'époque. Alors, dans ce moment de crise financière, au lieu de venir au secours de ceux qui avaient besoin de plus de soutien, qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président? Mes collègues en ont parlé, mais quand même c'est bon de rappeler encore une fois. Les élèves, les étudiants qui avaient droit à un pain chaque matin à l'école, ils avaient aboli ce pain qu'ils avaient droit. Les étudiants qui avaient droit à une subvention quand ils prenaient part aux examens de la HSC. Aboli. Il n'y a pas d'argent. Les petits planteurs, Monsieur le Président, qui produisaient le sucre, jusqu'à 60 tonnes de sucre, ils étaient exemptés de l'impôt. Abolition de ce privilège. Il fallait qu'ils payent l'impôt sur toute la production. Ils avaient droit aussi à ce qu'on appelle le duty-free sur les double cab. Abolition de ce privilège. Taxe sur l'épargne. Peu importe le montant que vous avez en banque, il fallait les taxer. Il y avait, bien sûr, on en a parlé au long et à large, le National Residential Property Tax. Peu importe la superficie de votre maison, vous étiez obligé de payer une taxe, une nouvelle taxe. Comment oublier le hedging, la STC, hedging et Mauritius. Voilà. No talking speech, Minister. Et des milliards, Monsieur le Président, gaspillés par manque de vision et par l'incompétence de ce gouvernement. La révision de la loi du travail permettant aux employeurs de hire and fire, enlevant toutes les protections que donnait avant la loi aux travailleurs. Et tout en venant avec ces mesures, mettez ça sur le compte de la crise. D'un côté, mettre la main dans la poche de ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle, et de l'autre côté, donner un stimulus package à ce qu'ils appellent des copains et des copines. Deux exemples. Je sais que beaucoup d'entre vous se rappellent de ces deux cas. Un député du Parti travailliste
Denim 2, quoi. R.S. Denim. Et un autre conseiller auprès du Premier ministre de l'époque. Le but, c'était justement d'avancer une somme d'argent pour protéger les entreprises et sauver l'emploi. Mais, Monsieur le Président, nous savons tous que ni l'entreprise a été sauvée, ni les emplois ont été sauvés. Mais l'argent s'est évaporé. Et aujourd'hui, il vient nous dire qu'ils auraient pu gérer cette crise que nous vivons actuellement. C'est pour ça que, Monsieur le Président, personne ne les croit. Et nous avons vu, nous avons témoigné depuis 2020, depuis que le monde a été frappé par cette pandémie, et tout récemment avec la crise en Ukraine, le travail que le gouvernement fait et est en train de faire pour soutenir la population afin que, justement, cette crise sanitaire ne débouche pas à une crise économique et par la suite à une crise sociale. En tous les cas, ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre, d'ailleurs depuis 2014, Monsieur le Président, on n'a qu'à voir toutes les décisions prises par le gouvernement de 2014 à ce jour, toutes les mesures mises en place, c'était des mesures pour venir soutenir la population. C'est ça la philosophie du MSM et c'est ça la philosophie de ce gouvernement. Je ne vois pas le député honorable Nando Boda. Il parlait toujours du MSM comme le parti des bâtisseurs. Unir pour bâtir. Malheureusement, bon, il n'est pas là. Et je voudrais quand même en apporter, faire mention, Monsieur le Président, qu'on est en train de débattre sur le budget national de notre pays. Du côté des membres de l'opposition, depuis ce matin, je n'ai pas vu ni le leader du PMSD, ni le leader du MMM, ni il était là, ni le chef de file du Parti travailliste. Je le dis pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de dire, Monsieur le Président, que on n'est pas dans une démocratie, on bloque, on les empêche de travailler. Quand le Parlement est ouvert, ils ne sont pas là. Alors, je ne vais pas dire une chose dehors, et quand vous avez l'occasion de participer dans des débats, d'assister à des sessions au Parlement, ben, vous n'êtes pas là. Alors, c'est pour dire que vous êtes censé, vous comme député, d'habitude c'est une fois par semaine qu'on se rencontre, mais là aussi, vous choisissez de ne pas être là quand vous êtes appelé à représenter les gens qui vous ont voté pour être assis ici comme député. Donc, Monsieur le Président, eux, ils trouvent qu'il n'y a rien de bon dans ce budget, mais je voudrais citer quelques personnes qui ont réagi par rapport à ce budget. Je cite M. Mossadegh Saebdin, du Consumer Advocacy Platform.
Et il dit ceci, et je cite, « Ces mesures budgétaires contribueront certainement à améliorer le pouvoir d'achat. » Fin de citation. Monsieur Vinod Dukit, président de la Fédération des clubs du troisième âge, un budget globalement positif. Monsieur Deven Gundan, cela va créer un feel-good factor, des mesures qui vont dans la bonne direction. Monsieur Gaston Valaidon, directeur de la troupe Sapsiwai, je trouve que les mesures sont intéressantes. Monsieur Potaya Koupan, ancien dirigeant de Silouazi et président de la Senior Citizen Federation. Le gouvernement n'aurait pu faire mieux. Et aussi, je note du côté de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, M. Riaz Chatou, qui dit être très satisfait par ce budget, surtout par rapport à la reconstruction de quelques 1800 maisons d'ex-CHA pour un montant équivalent de 800 millions de roupies. Voilà un peu, Monsieur le Président, la réaction des Mauriciens qui représentent une grande partie de notre population. J'ai toujours dit, pour qu'un pays se développe, s'il n'y a pas la paix sociale, il n'y a pas de développement. Et c'est pour ça que ce gouvernement met beaucoup l'emphase pour assurer que ce pays vit dans la sérénité. Il y a un sentiment qu'on est pris en compte et bien sûr, ça va donner des résultats par rapport au développement qu'on veut apporter pour emmener plus de prospérité pour le public mauricien. Malgré tout ça, il continue à dire il n'y a rien dans ce budget. Il y a eu quelques arguments qui sont venus de l'avant avec. Mais moi, je demanderai aux membres de l'opposition d'aller demander à ces 350 000 salariés qui touchent moins de 50 000 roupies qui vont toucher une allocation de 1 000 roupies. Allez demander à ces 300 000 pensionnés qui vont toucher 1 000 roupies par mois additionnels. Allez demander à ces 169 000 pensionnés qui ont plus de 65 ans, qui vont recevoir une somme additionnelle de 1 000 roupies, en sus de ce 1 000 roupies payées à tous les pensionnés. Allez demander à ces 110 000 ménages qui vivent en région urbaine, qui ne vont plus payer la taxe municipale. Allez demander à ces 100 000 salariés qui vont voir leur taux de l'impôt baisser de 15 à 10% et à 12,5%, se touchant entre 50 et 75 000 roupies. Allez demander à ceux qui ont droit à un travelling allowance, laquelle allocation va être augmentée par 10%, jusqu'à un maximum de 2 000 roupies. Allez demander à tous ceux qui ont un handicap, mais dont l'incapacité ne dépasse pas 100%,
Combien d'entre nous ont eu souvent des cas qui viennent vers nous, qui nous demandent de voir comment ils peuvent avoir un soutien du gouvernement. Mais parce que les règlements étaient que si vous n'avez pas l'incapacité qui dépasse 60%, vous n'avez pas droit à une assistance financière. Aujourd'hui, ce budget vient donner un support. C'est toutes ces personnes, Monsieur le Président, qui vont être aujourd'hui touchées par ce budget. Et c'est pour cela, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, enfin un peu le mood dans le pays, on sent que les gens sont satisfaits, sont soulagés, que le gouvernement les a écoutés, le gouvernement reste toujours près de son peuple, peu importe ce que disent les membres de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont contents qu'il y a un Premier ministre qui est toujours à leur côté et qui va toujours défendre les intérêts de ceux qui en ont le plus besoin. Monsieur le Président, les membres de l'opposition, depuis hier, quand je les écoute, je sens une certaine agression verbale, une frustration, un manque d'arguments. Pour moi, ça démontre qu'ils paniquent. Et bien souvent, lorsqu'on panique, on devient agressif. Et c'est ça que je ressens aujourd'hui quand j'écoute un peu les membres de l'opposition. L'honorable Reza Outim, l'honorable Shakil Mohamed, l'honorable Stéphanie Anctil, l'honorable Osman Mohamed et Monsieur le Président, pour moi, c'est, encore une fois, c'est pour dire qu'ils ont complètement en contradiction. Alors, on entend d'une part, ils vont dire, comment est-ce que le gouvernement va financer ses dépenses? Et 2 secondes après, ils disent, il y a un war chest. Ils sont accumulés des milliards. D'un coup, on entend qu'on est un pays au bord de la faillite. On va être comme Sri Lanka. Et de l'autre côté, on a une large marge de manœuvre et on pouvait donner encore plus. D'un coup, on n'a pas donné assez, on aurait pu faire mieux. Et en même temps, il vient de dire, c'est un budget électoraliste. But which is which, Monsieur le Président? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la population ne croit plus en cette opposition. Remplie de contradictions, ne sait pas sur quoi tirer. Et à la fin du jour, comme je dis, nous vivons dans un pays où la population est intelligente et saura et va toujours faire le bon choix. J'ai entendu hier l'honorable Shakil Mohamed et aujourd'hui l'honorable Richard Duval
parler d'un sondage, Afrobaromètre. Mais il y a quelques semaines de cela, il y avait un autre sondage. C'était Silence Radio. Non, oui, là c'était... Bon, qui croit dans un sondage? Mais là, depuis hier, j'entends parler, chaque occasion, de ce sondage. Alors, ça, moi, je ne vais pas faire des commentaires sur les sondages parce que j'ai mon opinion dessus. Mais quand j'entends parler aujourd'hui de ce sondage, alors je laisse à la population de juger à qui croire. Mais, quand même, je dois faire référence à quelque chose dont l'honorable Richard Duval a fait mention un peu plus tôt. Il parlait de ce support, ce soutien que le PMSD a toujours accordé au MSM pour pouvoir permettre le MSM de diriger le pays. Alors, j'ai dit, quand même, moi, regardez un coup, qu'est-ce que ce sondage a donné au PMSD? Mais vous allez être surpris, Monsieur le Président. 1%. 1%. 1%, Monsieur le Président, c'est ça ce que ce sondage donne au PMSD. Order. Autre chose que plusieurs membres de l'opposition ont fait référence à pourquoi n'avoir pas enlevé les lévies frappés sur le prix des carburants. Ce qu'ils ne disent pas, Monsieur le Président, c'est que si on enlève ces différents lévies appliqués sur le prix, sur la structure du prix des carburants, on va devoir réclamer aux Mauriciens 609 roupies pour une bombe de gaz de 12 kg, au lieu de 240 roupies. On va devoir réclamer 14 roupies, le demi-kilo de farine, au lieu de 4,85 roupies actuellement. On va devoir réclamer 13 roupies 10 sous, le demi-kilo de riz, au lieu de 5,40 roupies. Est-ce que c'est ça ce qu'ils veulent, Monsieur le Président? Mais à voir ce qu'ils ont fait entre 2005 et 2010, si c'était eux, aujourd'hui, qui gouvernaient ce pays, voilà ce qu'ils auraient fait, Monsieur le Président. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils gèrent le pays quand ils sont au pouvoir. Et c'est pour ça que la population ne veut plus de cette équipe. Monsieur le Président, lors de son intervention, l'honorable Reza Outim se demandait pourquoi le Premier ministre est appelé à présider une réunion par rapport à une mesure concernant ceux qui vont acheter des étrangers qui vont devoir acheter des properties à Maurice. Alors pour lui, il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes pour le Premier ministre
au lieu de présider une réunion pareille. Je voudrais juste le rappeler que son leader, quand il était le Premier ministre en 2003, en plus, en 2003 et 2005, justement, il présidait même un comité pour contrôler les corbeaux, Monsieur le Président. Alors, c'est pour dire à quel point, Monsieur le Président, il y a une limite à la démagogie. Alors regardez un peu de votre côté avant de critiquer les autres. Monsieur le Président, allow me to now talk a bit about my ministry. And let me, before indulging into the activities falling under the aegis of my ministry, allow me to commend the measures announced in the budget by the Minister of Finance, Economic Planning and Development, whereby he recognizes the resilience of the financial services sector with a growth rate of 4.6% and our great achievement of exiting the FATF, the UK, and the EU list within a record time. That is well ahead of the set deadlines, and despite the challenges faced in the wake of the global pandemic. The Minister of Finance, Economic Planning and Development is right to point out that this is the perfect opportunity to build up on this momentum. Mr. Speaker, sir, I'm glad to note that a series of measures for the financial services sector have been announced in that direction. The revamping of the framework by the Financial Services Commission to enable reinsurance companies to set up operations in Mauritius will boost up that sector. Mr. Speaker, sir, reinsurance businesses play an essential role in risk transfers while allowing insurance companies to take on board new customers without the need to raise their capital requirements in terms of solvency. The revamping of the framework by the FSC will target mainly the big reinsurance companies to set up their regional offices locally and operate and manage their businesses in the region and Africa. The regulatory framework for reinsurance would be designed to consider incentives such as income tax holiday, partial income tax exemption, and occupational permits to foreign professionals working in these companies and their dependents. Mr. Speaker, sir, the initiative to continue with the one-year graduate training program on AML, targeting 100 graduates with a monthly stipend of 15,000 rupees, is a strong signal of this government's commitment toward the young graduates to allow them to get exposure and promote interest in the specialized field of AML. In fact, Mr. Speaker, sir, following a skills gap survey carried out by my ministry in April last, it has come to light that some 200 fresh graduates are immediately needed with such skills in the financial services sector. This program will therefore certainly assist in providing the badly needed labor force with such skill for the financial services sector. Mr. Speaker, sir, as I just mentioned, my ministry did carry out a skills gap survey in the financial services sector in April 2022. And this has been done because it was reported that
the shortage of the required trained labour force was becoming a pressing issue and hampering the growth and competitiveness of the sector. The survey helped to gauge the immediate need in the sector and will guide us to address the issue. The outcome of the survey has been an eye-opener for the sector, as it has clearly brought forward the requirements of the operators and players. My ministry is now, in collaboration with the Ministry of Labour, Human Resource Development and Training, working on an action plan to provide crash course training to the unemployed graduates registered with the Employment Service, so as to make them immediately employable in very specific fields in the financial services sector. Such training, Mr. Speaker, sir, will be repeatedly carried out as long as there is a demand on the market. This morning itself, I chaired a meeting with the industry to look at concrete ways and means to overcome the shortage of human resources in the sector. Mr. Speaker, sir, making the Financial Services Institute become an awarding body for such specialized training is therefore coming at an opportune time. The financial services sector, being a dynamic sector, is in fact becoming more and more sophisticated. And in order to meet the expectation of the clients, more specialized skill sets are required. The Financial Services Institute, which was set up in 2018, with one of the aims to raise the employability skills and knowledge of unemployed graduates, to support government's policy for job creation and bringing unemployed youth to the workplace, has been able to provide industry players with the required competencies at a certain level. Nowadays, more sophisticated skills are required, such as fintech, digital banking, asset management, and family office, including as well cross-border financing. The FSI, becoming an awarding body, will be able to run the appropriate courses, reskill or upskill our labour force, give them a certificate accordingly, and make them employable, and deliver up to the expectations of the clients coming to look for such services from Mauritius. Mr. Speaker, sir, I'm confident that the new measures I've just mentioned will no doubt strengthen our financial services sector with better opportunities and high caliber of skilled professionals. I will now take the opportunity of my intervention to say a few words on one of the landmark achievements of my ministry, which has provided relief to all the stakeholders of the financial services sector. The year 2021 will go down in the history of Mauritius. After being placed in the FATF and EU list of countries requiring enhanced monitoring, my ministry, together with all key stakeholders, left no stone unturned to prove that Mauritius is a jurisdiction of repute and is capable of being called an international financial center. Again, Mr. Speaker, sir, I need to highlight that when we were put on the FATF grey list, the members of the opposition, instead of joining hands to at least protect our jurisdiction, and I must say with the help and assistance of certain people in the media, they did everything, and I say everything, Mr. Speaker, sir, to tarnish the reputation of Mauritius as an IFC. Until the last day, when the reviewers were coming to Mauritius, Mr. Speaker, sir, they tried to do whatever they can to at least show that we were not ready to be removed from that list.
But then again, with the commitment of the government at the health level, with the Prime Minister himself, and all the stakeholders, we did it. It required relentless efforts to put in place the required compliance structures, and FATF has, in October 2021, removed the country from its list of countries under increased monitoring. And subsequently, Mr. Speaker, sir, Mauritius was removed from the UK and the EU list of high-risk third countries. I must also point out that with our relentless effort to improve our AML-CFT regime, the numerous amendments brought to our legislations, Mauritius is now compliant, or largely compliant, with 39 out of the 40 FATF recommendations. Mr. Speaker, sir, as regards the last recommendation, that is recommendation 15, which is on emerging technologies, a new law was passed in this August Assembly, namely the Virtual Assets and Initial Token Offerings Services Act, which was passed last December. Subsequently, the ecosystem to carry out such activities was set up, and an application has been made in February 2022 for the re-rating of the recommendation. And I'm hopeful and confident that Mauritius will be able to pass the test, and we shall be upgraded on this recommendation also. Mr. Speaker, sir, my ministry is fully aware of the challenges that the AML-CFT regime are faced with in this evolving landscape. New AML threats arise from rapid digitalization, and financial crimes are better organized. As a result, global AML-CFT compliance standards and obligations are frequently updated to address these challenges, and my ministry shall adopt relevant AML-CFT measures in order to be abreast with the evolving threats. My ministry is consistently equipping itself with the required resources and strategies so as to focus on improving the AML-CFT regime, to comply with the global regulatory standards and best practices, to sustain the reforms, including the updating of the National Risk Assessment Report, to effectively address the evolving threats and vulnerabilities in the AML-CFT landscape, to consolidate capacity building, training, and awareness programs to keep pace with the latest development and ensure that our relevant institutions are fully capable of fulfilling their AML-CFT obligations. And lastly, to enhance the national coordination and cooperation among all AML-CFT stakeholders. Mr. Speaker, sir, allow me to refresh the House that the measures implemented further to the last year budget have been instrumental in maintaining the sector's resilience in the face of crisis, with a growth rate of 4.6% last year. Given the increasing international competition in the financial services business and the need to further increase the attractiveness of the Mauritius International Financial Center, my ministry and the FSC have come up with new and innovative structures and products. Last year, we have seen a plethora of new products, and there are even more in the pipeline. Just to mention a few, which have received very good responses, we have the launching of the new special purpose fund to provide further flexibility and ease access to capital, peer-to-peer lending rules, regulatory framework for security token
offering and security token and trading system. Revamping of family office rules so as to diversify the country's financial services sector and increasing wealth management activities in the country. Introduction of the variable capital companies. Mr. Speaker, sir, new financial products which are in the pipeline, such as the insurance wrapper, will no doubt further enhance the competitiveness of the financial services sector and diversifying the product base of the Mauritius IFC. The financial services and technological context in which we operate are rapidly evolving. It is tougher to track the emergence of new business models, the entry of competitors, and application of new technologies. For the fintech industry to evolve at a satisfactory pace, it requires an adequate ecosystem and suitable regulatory framework. In 2021, my ministry issued a call for views on the development of the fintech sector in Mauritius, and responses from 36 experts in the field were received. My ministry will soon publish the report regarding this initiative. Mr. Speaker, sir, good governance falls within the portfolio of my ministry since 2019, and the Office of Public Sector Governance has a responsibility to ensure that good governance permeates the public sector as a whole. The OPSG has the responsibility to ensure that public sector management becomes more cost-effective and outcome-oriented and is in line with best practices of governance, in particular those relating to transparency and accountability. Since 2019, the OPSG has embarked into a series of reviews across the service. Up to now, the OPSG has conducted 8 organizational reviews, 6 financial reviews, 5 financial reporting and governance reviews, 8 special inquiries. Mr. Speaker, sir, the OPSG, with the same determination, has already drawn a list of 12 exercises to be carried out in the service, following weaknesses mentioned in the 2020-2021 report of the National Audit Office and of the 2022 report of the Public Accounts Committee. The OPSG will be required to play an important role in ensuring that the performance of every single employee and organization of the public sector is aligned in the spirit of good governance. During and post-international conflict and pandemic, public governance matters even more than ever. Governance arrangements have played a critical role in countries' immediate responses to crisis, and that will continue to be crucial both to the recovery and to building a new normal once both crises have passed. Mr. Speaker, sir, one of the measures announced in the budget speech is with regard to a new function which the OPSG will have to undertake, which is carrying out of performance improvement plans following recommendations made in the consolidated audit reports on local authorities and statutory bodies. The OPSG will emphasize on the implementation of best practices and turnaround plans for those bodies and hence promote further good governance across the service. Mr. Speaker, sir, allow me to thank the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development for having allocated a significant amount of funds to not only the financial services sector, but for various social projects and in the interest of the Mauritian society as a whole, whereby no region of the island and our territory has been neglected.
And I would like to say a few words on my constituency, that is constituency number 11, Vieux-Grand-Port, Rosebel, where more than ₹500 million has been earmarked to mitigate the risk of flooding in my constituency. And I must say, Mr. Speaker, sir, since 2014, a number of projects have been implemented in my constituency, which is a very large constituency. From Nouvelle-France to Deux Frères, going through Rosebel, La Rosa, Union Park, Saint-Hubert, Banane, Cluny, Rivière-des-Créoles, Vieux-Grand-Port, Bambou-Viailleux, Grand-Sable, Petit-Sable, Quatre-Sœurs. This is a village, this is a constituency that demands to be looked after because for so many years in the past was neglected. Unfortunately, Honorable Arvin Boulay is not here. He used to be a member of parliament for representing this constituency, but as we all know, wasn't given due attention. And there was a lot of work to be done. And I must say, since 2015, up until 2019, more than 500 projects were implemented in that constituency, and there's still work to be done. And I can say, since we started in 2019 with this new government, a number of projects have been initiated, and I can reassure the constituents that this government will continue on that same pace, continuing to transform the constituency, and it's going to be at par with other constituencies going forward. So, Mr. Speaker, sir, what I would like to say is that this Appropriation Bill 2022 is being brought to the House with a lot of challenges lying ahead to implement the measures and execute them. I wish to reassure the House that this government has the necessary skills, competencies, willingness, and most importantly, a strong, committed, and dedicated leadership, represented by the Prime Minister, Honorable Pravin Kumar Jagannath, who is steering our nation towards becoming more resilient, despite the best attempts of some people à mettre des bâtons dans les roues. Mr. Speaker, sir, today we are going to marquer l'histoire encore une fois avec ce budget. On donne un nouveau souffle à la population et moi je crois fermement que ce pays va connaître une transformation extraordinaire dans les années qui viennent. Et la population est assurée et la population sait très bien que le destin du pays est entre les mains des personnes compétentes, des personnes qui sont engagées à faire tout ce qu'il faut pour le bien et le bien-être de cette population. Avec ces quelques mots, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention. Members, I'll invite the Deputy Speaker to take